Mon frère m'a littéralement déposé ses enfants en me balançant qu'il repasserait les chercher quand ils auraient 18 ans. Il va vite comprendre ce que ça veut dire, assumer les conséquences. Vendredi dernier, j'étais tranquillement en train de travailler chez moi quand la sonnette s'est mise à sonner comme une folle. J'ouvre la porte et je tombe sur Dan avec ses 2 gamins, Lily, 3 ans, et Ben, à peine 2 ans. Chacun traîne une mini-valise derrière lui et Dan est déjà en train de se diriger vers sa voiture. Je lui lance « Mais tu fais quoi là ?» Il ne se démonte pas. « Ah, nickel, t'es là, j'y ai réfléchi, t'as 32 ans, pas d'enfant, une maison bien trop grande juste pour toi. Ces petits ont besoin de stabilité. Et toi, tu manques d'un vrai but. Je reviendrai quand Lily fêtera ses 18 ans. » Je reste comme une idiote sur le pas de la porte, persuadée qu'il plaisante. Mais il continue son monologue. Je leur ai déjà expliqué que tu étais leur nouvelle maman. Tout est prêt pour eux. Le coucher à 20h, Ben dort encore en couche. Et Lily n'avale des légumes que si tu les planques dans des pâtes au fromage. Bouche bée, j'arrive à peine à réagir. Mais lui, il enchaîne. Oui, je sais, c'est brutal. Mais tu verras, je te rends service. Tu passes ton temps à te plaindre de ta solitude. Sans famille, ni attache. Là, tu vas goûter à la vraie vie de mère, sans même avoir besoin de galérer à trouver un père. Tu pourrais presque me dire merci. Et il conclut sans complexe. J'ai besoin de me lancer à fond dans la musique. Pas question que les enfants traînent dans un studio d'enregistrement. Toi, t'as un taf stable dans la compta et tes soirées libres. Franchement, c'est parfait. J'arrive à peine à sortir. Dan, tu peux pas juste larguer tes gosses comme ça chez moi. Mais il grimpe déjà dans sa voiture. Bien sûr que si, t'es leur tante après tout. Qui d'autre pourrait s'en charger? Papa et maman sont trop vieux. Et puis, tu me dois bien ça pour m'avoir squatté cet été-là après la fac. Ça date de 10 ans et, soit dit en passant, je lui ai filé un loyer. Il démarre, me laissant la planter devant 2 mômes qui pleurent toutes les larmes de leur corps. Je n'ai pas eu le cœur à les laisser dehors, alors je les ai fait entrer. Ils étaient terrorisés, réclamant leur père. Je leur ai donné un jus de fruits, mis un dessin animé, et j'ai tenté d'appeler Dan. Sans réponse, rien, même après 15 appels. Je lui ai envoyé un message très clair, qu'ils reviennent immédiatement. Sa seule réaction, arrête d'être égoïste, ils ont besoin de toi. Je tournais en rond, paumée, incapable d'appeler la police contre mon propre frère. Mes parents vivent à 3 états d'ici, et ma mère est malade. Pendant ce temps, les enfants chamboulaient tout le salon, et Ben a réussi à faire pipi sur mon canapé. Là, étrangement, je me suis calmée et j'ai réfléchi à la suite. Dan vit dans une sorte de studio aménagé dans le garage derrière la baraque d'un pote, à 20 minutes de chez moi. Il ne paie presque rien sous prétexte qu'il file un coup de main, mais en vrai, il passe ses journées à gratter la guitare et à poster des vidéos que personne ne regarde. Sa copine, Ashley, l'a quitté il y a 6 mois, marre de le nourrir pendant qu'il suivait son rêve. Elle s'est réfugiée chez ses parents au Michigan. Ce que Dan ignore, c'est qu'Ashley et moi, on est restés proches. Elle m'a confié qu'il la suppliait sans cesse de revenir, qu'il promettait de changer, de trouver un vrai boulot, d'être enfin adulte. Ashley envisageait même de lui laisser une nouvelle chance, juste pour revoir les petits. Du coup, pendant que Lily et Ben picorèrent des biscuits sur la table basse, j'ai appelé Ashley et lui ai tout raconté. Après un silence, elle m'a répondu, sidérée. « Il a fait quoi ?» Je lui ai décrit exactement la scène, comment il avait abandonné les enfants chez moi pour se consacrer à la musique. Elle a littéralement explosé. Je me tue au boulot, je fais des horaires de dingue en espérant qu'il se ressaisisse, et lui, il t'abandonne les gosses ? Elle a ajouté, hilar de colère. Tu sais quoi ? Ramène-les ici, hein ? Prends toutes leurs affaires. Mes parents n'attendent que ça de voir leurs petits-enfants. Les parents d'Ashley roulent sur l'or. Ils possèdent plusieurs entreprises et supplient leurs filles de revenir vivre là-bas. Ils ont même aménagé des chambres pour les gamins au cas où. J'ai donc installé Lily et Ben avec leurs valises remplies n'importe comment, dans ma voiture. Dan n'avait même pas pris la peine d'emballer assez de vêtements, juste quelques fringues jetées à la va-vite. 6 heures de route pour le Michigan, 4 arrêts pour les pipis et les encas. Ben a vomi 2 fois. Lily a pleuré réclamé son père tout le début du trajet. À l'arrivée, Ashley et ses parents nous attendaient en dehors. Sa mère s'est ruée sur Ben. Son père a soulevé Lily dans ses bras. Ils étaient aux anges. Les enfants ont tout de suite reconnu Ashley. Ils lui ont sauté dans les bras. Ashley m'a lancé un regard entendu. Dan va enfin comprendre ce que c'est que des vraies conséquences. À peine entré, on découvre une maison immense, bien plus chic que je n'imaginais, avec un salon rempli de canapés où traînent déjà des jouets. Iris a filé direct à la cuisine avec Ben pour lui donner un biberon, pendant que Dominique portait Lily à l'étage pour lui montrer sa chambre. Moi, crevée, je suis restée debout là, le cerveau en vrac. Ce trajet m'avait épuisée, et impossible d'arrêter de ressasser tout ce qui venait de se passer. Ashley m'a touché le bras, proposé de m'asseoir, et m'a ramené un verre d'eau. On est resté là un moment, à écouter les enfants s'exclamer à l'étage. Lily heureuse devant son grand lit, Dominique lui parlant doucement, Ben qui ne pleurait plus avec Iris. 20 minutes plus tard, les deux étaient en pyjama,
et Iris lisait une histoire dans la chambre. Ils se sont endormis direct. Ashley et moi sommes redescendus à la cuisine. On s'est posés autour de la table où elle a préparé du thé, même si ni elle ni moi n'avions vraiment la tête à ça. Impossible de dormir, trop de tension dans l'air. Ashley m'a expliqué qu'elle pensait à demander la garde depuis un moment. Dan faisait toujours des promesses, elle voulait y croire pour les enfants, pour qu'ils puissent avoir une famille, mais il ne changeait jamais. Un boulot, 2 semaines, puis il lâchait tout. Il promettait d'être là pour les petits, puis s'enfermait pour enregistrer sa guitare. Elle a tout supporté 2 ans avant d'exploser et de rentrer chez ses parents. Depuis 6 mois, elle est de retour ici et ça la ronge d'être séparée de Lily et Ben. Ses parents ne cessent de lui répéter qu'elle doit se battre pour eux, mais elle garde ce sentiment de culpabilité, comme si c'était égoïste de vouloir ses enfants, alors que leur père est encore dans le tableau. Je lui dis simplement, « Tu sais, ce que Dan a fait, ce n'est vraiment pas normal. Des parents responsables ne déposent pas leurs enfants sur le pas d'une porte avant de disparaître. » Là, elle se met à pleurer, admet qu'elle le sait bien, mais qu'elle continuait à espérer qu'il finirait par réaliser la chance qu'il avait. Maintenant, elle n'attend plus rien de lui. Elle me confie que ses propres parents ont déjà pris un rendez-vous avec un avocat il y a quelque temps, au cas où. Ils sentaient bien que ça tournerait ainsi. On a discuté jusqu'à presque 3 heures du matin. Je finis par filer dans la chambre d'amis où je m'écroule. Le lendemain, des voix me réveillent. Une odeur délicieuse flotte dans la maison. Il est presque 9 heures. Un vrai luxe pour moi. Je descends et trouve Iris en pleine préparation d'un petit déjeuner qui a tout d'un dimanche. Œufs, bacon, pancakes, fruits découpés dans des petits bols. Les enfants sont déjà installés à table. Lily attaque ses pancakes et je remarque des trucs verts dedans, qu'elle mange sans rechigner. Je demande ce que c'est. Iris me répond que ce sont des pancakes aux épinards. Elle mixe simplement les épinards dans la pâte et ajoute un peu de miel. Et Lily ne fait même pas la grimace. Ben avale ses œufs brouillés au fromage avec des petits bouts de brocoli en 2 temps. 3 mouvements. Je m'assieds et Iris me sert une assiette. Ashley rentre du jardin. Elle était au téléphone et s'installe à côté de moi. On mange tous ensemble dans une ambiance étonnamment paisible. Les enfants sont calmes, ils ne rechignent pas, ne lancent pas la nourriture, ne se chamaillant même pas. Lily demande si elle peut aller jouer dehors après avoir mangé. Iris lui donne son feu vert. Ben boit son lait sans en mettre partout. En les observant, je comprends soudain. Ces enfants étaient sans cesse sous tension chez Dan. Je pensais que c'était normal à leur âge, faute d'expérience. Mais ici, ils retrouvent enfin leur insouciance. Ils sont détendus. Ils se sentent à l'abri. Ashley capte mon regard et comprend tout de suite ce que je pense. Après le petit déjeuner, Dominique sort enfin de son bureau, tasse de café à la main. Il prend de mes nouvelles. Alors, le voyage s'est bien passé? Je lui réponds que c'était long, mais sans encombre. Il annonce aussitôt vouloir aider. Propose à Ashley de prendre en charge les frais de n'importe quel avocat dont elle aura besoin, précisant que ça fait des mois qu'il veut le faire. Ashley avait gardé l'espoir que Dan finirait un jour par prendre ses responsabilités, mais pour Dominique, il est clair que c'est trop tard. Il affirme « Un homme qui abandonne ses enfants comme ça ne les mérite pas. » Je suis totalement d'accord. Il sort son téléphone sur le champ et prend rendez-vous avec un avocat spécialisé pour lundi. Tout s'enchaîne à une vitesse folle. Plus tard, je sais que je vais devoir appeler Dan. Impossible d'éviter ce moment. Il doit savoir où sont ses enfants. Je m'installe sur la terrasse, téléphone en main. Il décroche aussitôt. Je lui annonce « Les enfants sont avec Ashley, dans le Michigan. » Il explose. Il se met à hurler que j'ai kidnappé ses enfants. J'essaie de lui expliquer que je les ai confiés à la seule personne qui veuille vraiment s'en occuper. Mais il ne veut rien entendre. Il crie que je n'avais pas le droit de les sortir de l'État, qu'il va appeler la police, que je finirai en prison pour enlèvement. Alors, je lui rappelle simplement que c'est lui qui les a laissés devant ma porte, ce à quoi il rétorque que ce n'est pas du tout ça, qu'il voulait juste que je les garde un certain temps. Je lui demande ce qu'il entend par là exactement, mais il esquive. Il me répond que la question n'est pas là, que ce soit 15 ans ou pas, je lui ai volé ses enfants et qu'il ne va pas me laisser faire. Ashley doit entendre ses hurlements car elle sort et me prend le téléphone des mains. Elle lui lâche ses 4 vérités. Tu as largué 2 gamins devant la porte de ta sœur et tu t'es barré. Elle lui rappelle les doubles shifts qu'elle enchaîne, dans l'espoir qu'ils finissent par mûrir, et voilà le résultat. Dan tente alors de se justifier. Il change de ton, assure que c'était temporaire, qu'il avait simplement besoin de quelques jours pour se consacrer à sa musique. Ashley coupe court. Tu me prends pour une imbécile. Elle précise qu'elle a vu son message où il dit qu'il les récupérera quand Lily aura 18 ans. Il se met à bafouiller, prétend que c'était une blague. Personne n'est dupe. Sans s'attarder, elle lui annonce que les enfants restent avec elle, et s'il n'est pas content, il n'a qu'à en parler à son avocat. Puis elle lui raccroche au nez. On pense que c'est fini, mais 2 heures plus tard, on frappe à la porte. Dominique ouvre. 2 policiers sont sur le pas de la porte. Dan n'a pas blagué, il a vraiment fait appel à la police. Les agents demandent à parler à Ashley. Elle les fait entrer, explique toute l'histoire, raconte comment Dan est arrivé le vendredi chez moi pour me laisser les enfants.
leur montre même les échanges de messages. Un des policiers lit le SMS où Dan écrit qu'il passera les chercher quand Lily aura 18 ans. Il regarde son collègue, l'air consterné. Il demande où sont les enfants. Ashley répond qu'ils dorment à l'étage. Les policiers expliquent calmement que c'est une affaire de garde d'enfants, donc une question civile, pas pénale. Ils ne peuvent rien faire. L'un d'eux demande le numéro de Dan, l'appelle depuis le salon, et j'entends Dan hausser la voix de l'autre côté du fil. Le policier lui rétorque qu'il devrait avoir honte d'abandonner ses enfants ainsi, qu'on ne dépose pas ses gamins n'importe où en attendant que les autres s'en occupent, et que s'il veut faire valoir ses droits, il devra passer devant le juge. Il raccroche. Avant de partir, les policiers conseillent à Ashley de bien tout documenter et de prendre un avocat. On reste planté là, un peu sonné. Iris prépare du thé, personne ne parle vraiment. Tout le dimanche passe comme dans un brouillard. Les enfants jouent dans le jardin. Ashley les emmène même au parc du coin. J'aide Iris à plier le linge, à ranger les petits t-shirts et pantalons. Tout paraît à la fois tout à fait ordinaire et complètement hors du temps. Le lundi matin, il faut que je rentre. J'ai le travail et j'ai déjà raté la journée de vendredi. Ashley me serre fort à la porte, me remercie d'avoir amené les petits jusqu'ici. Les enfants nous font coucou depuis la fenêtre. J'ai 6 heures de route devant moi, largement de quoi ruminer. Je suis furieuse contre Dan. Il m'a mise dans une situation impossible, chamboulé ma vie, fait peur à ses propres enfants. Et tout ça, pourquoi? Pouvoir gratter sa guitare en paix, les mains crispées sur le volant. Je me surprends à serrer tellement fort que j'en ai mal. Je m'arrête faire le plein et prendre un café. Puis je reste quelques minutes sur le parking, assise dans la voiture. Mon portable affiche une quinzaine d'appels manqués de Dan, mais je n'écoute aucun de ses messages. Je rentre tard ce lundi soir et file directement me coucher. Le lendemain matin, j'ai une boule au ventre à l'idée d'aller travailler. Je m'installe à mon bureau, les tableurs ouverts devant moi, mais j'ai beau essayer, je n'arrive pas à me concentrer. Les chiffres se brouillent, tout me semble flou. Vers 10 heures, ma chef s'approche et me demande si ça va. Je dois vraiment tirer une tête à faire peur. Je finis par craquer et lui raconte tout. Elle me regarde sidérée, bouche bée. « Tu es sérieuse ?» Je lui montre quelques-uns des messages envoyés par Dan. Elle n'en revient pas. Elle me dit qu'elle n'a jamais vu quelqu'un agir de la sorte. Elle me propose de rentrer chez moi pour le reste de la journée si j'en ressens le besoin, mais je lui assure que ça ira. En réalité, rien ne va. Je ne peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil à mon téléphone pour voir si Ashley donne des nouvelles. Autour de midi, Ashley m'écrit « Elle emmène les enfants chez le pédiatre car elle pense qu'ils n'ont pas eu de vrai bilan de santé depuis un moment. » Je lui demande ce qu'elle veut dire exactement. Elle m'explique qu'elle a fouillé dans les papiers que Dan avait préparés et qu'en réalité, aucune visite chez le médecin n'avait eu lieu depuis plus d'1 an. Quelques heures après, Ashley me recontacte. Ben avait 3 vaccins de retard. Lily traîne une carie depuis des mois. Elle prend aussitôt rendez-vous chez le dentiste pour la semaine suivante. J'ai un pincement au cœur en lisant ça. Dan n'était même pas capable d'assurer le minimum niveau santé. Je me demande ce qu'il a pu négliger d'autre. Je lui demande si les enfants vont bien. Ils vont mieux maintenant, me répond-elle. Mais le médecin a tout de même parlé de négligence. Elle garde tout sous le coude pour l'avocat. Dan, lui, continue de m'inonder d'appels et de messages, oscillant constamment entre menaces et supplications. Un texto exige que je lui ramène ses enfants immédiatement. Un autre prétexte qu'il avait juste besoin d'une pause et que tout le monde exagère. Un autre encore m'accuse de lui avoir gâché la vie. Puis il revient s'excuser et me demande simplement de lui parler. Je lis tout, mais j'arrête de répondre. Chaque discussion tourne en rond. Il n'assume jamais rien. C'est sans cesse la faute des autres. J'en ai marre. Mercredi soir, après le 17e appel consécutif, je finis par bloquer son numéro. Ashley me confie qu'il la harcèle aussi, mais qu'elle l'a bloqué depuis plusieurs jours sur les conseils de son avocate, qui lui a d'ailleurs dit de ne plus rien avoir à faire avec lui. Désormais, tout doit passer par les canaux officiels. Point final. Les enfants sont en sécurité. C'est le plus important. Dan a fait ses choix en quittant ma maison, à lui d'en assumer les conséquences. Jeudi matin, je me réveille avec un message d'Ashley. Ses parents ont engagé une avocate, une certaine Piper Frost, spécialisée en affaires de garde. Alors que je prépare mon café, Ashley m'appelle et me met sur haut-parleur pour que je puisse entendre ce que Piper explique. L'avocate parle vite, sûre d'elle. D'après elle, Dan ne peut pas légalement abandonner ses droits parentaux de cette façon. Ce qu'il a fait peut même être considéré comme de l'abandon d'enfant selon la loi du Michigan. Elle prépare déjà les documents pour demander une garde d'urgence provisoire. Les parents d'Ashley sont là aussi, et j'entends Iris poser des questions sur les délais, les papiers à fournir. Piper recommande de garder absolument tout. SMS, appels manqués, tout ce qui prouve la négligence répétée de Dan. J'ajoute ce qu'Ashley a trouvé dans les dossiers médicaux, les vaccins manqués, la carie non soignée. Piper valide, tout est bon à consigner. L'appel prend fin, je reste immobile, mon café refroidit entre mes mains. Tout devient soudain très concret. Dan devra s'expliquer devant la justice. 2 jours plus tard, alors que je bosse depuis la maison, le téléphone sonne. C'est ma mère. J'hésite avant de décrocher,
Je me doute que Dan est passé la voir. Elle enchaîne direct, sans même dire bonjour. Elle me reproche de m'immiscer dans la vie de Dan, estime que j'aurais dû garder les enfants chez moi, comme il voulait. Elle me sert l'argument de la famille, qu'on doit s'entraider. Qu'en mêlant Ashley, je complique tout. Je la laisse parler 1 minute, puis je l'interromps. J'explique que Dan ne m'a pas demandé un service. Il a littéralement abandonné ses enfants sur mon seuil et est parti. Il a dit qu'il reviendrait quand Lily aurait 18 ans, puis il les a laissés en larmes, terrorisés, et a bloqué mes appels. Ma mère se tait. Je poursuis en évoquant la négligence médicale, les vaccins, la carie. Je précise que Dan ne cherchait pas d'aide. Il voulait juste se débarrasser de ses responsabilités pour se consacrer à sa musique. Elle garde le silence un long moment. Elle finit par admettre qu'elle savait Dan en difficulté, mais ne pensait pas que ce serait aussi grave. Elle croyait qu'il était juste dépassé, qu'il avait besoin de souffler. Je lui dis que non, ce n'était pas une pause, c'était un abandon. Mon père prend la relève, plus posé qu'elle. Pour lui, Dan a toujours été irresponsable, mais là, il est allé trop loin. Il se rappelle toutes les fois où Dan a démissionné ou laissé tomber ses engagements. Il regrette de ne pas avoir pu aider davantage, mais avec les soucis de santé de maman, impossible pour eux de s'occuper de 2 petits. Je lui réponds que je comprends et que de toute façon, Ashley assure merveilleusement. Les enfants sont heureux, ils sont à l'abri. Papa me dit qu'il est fier de moi, que j'ai eu le courage de leur offrir une vie stable. Quand je raccroche, je me sens vidée. Même mes propres parents, par moments, ont failli prendre le parti de Dan, croire à son histoire selon laquelle je suis la méchante. Cet après-midi-là, Ashley m'envoie des vidéos. Sur la première, on voit Lily sur une immense balançoire dans le jardin, qui rit aux éclats en poussant ses jambes vers le ciel. L'autre montre Ben qui court après des bulles que Dominique souffle. Il rit, trébuche, cherche à toutes les attraper. Ils semblent tellement plus heureux que chez Dan. Leurs visages sont détendus, libérés, sans la moindre peur ou tension. Je regarde les vidéos 3 fois. Voilà à quoi ressemble une enfance normale. C'est ce qu'il méritait, depuis toujours. Le mercredi suivant, Ashley m'apprend par texto que la protection de l'enfance l'a contactée. Dan a porté plainte pour enlèvement d'enfants. Elle va devoir tout raconter à une assistante sociale, Bodhi Holloway. Elle est un peu stressée, mais Piper lui a dit de tout raconter franchement. Le lendemain, Bodhi vient évaluer la situation chez Ashley. Elle m'envoie des textos pour me tenir informée pendant la visite. Bodhi discute avec ses parents, fait le tour de la maison, inspecte les chambres des enfants, observe comment ils se comportent avec Ashley et pose pas mal de questions sur le passé de Dan. Ashley lui livre tout. Les 6 mois où elle a porté la famille à bout de bras, pendant que Dan passait ses journées à gratter sa guitare, les repas qui lui échappaient complètement, l'agacement quand les enfants venaient l'interrompre alors qu'il enregistrait. Bodhi note tout, sans rien laisser passer. Ashley explique qu'il est carré, pro, mais jamais froid, qu'il dégage ce truc de quelqu'un qui a déjà vu bien pire et qui comprend ce que veut dire la vraie négligence. À la fin, il lui assure que les enfants évoluent clairement dans un environnement stable et sûr et qu'il va écrire ça dans son rapport. 2 jours plus tard, Dan débarque chez les parents d'Ashley. Elle m'appelle juste après, la voix encore tremblante. Dan s'est pointé à la porte. Il voulait absolument voir les enfants. C'est Dominique qui a ouvert. Il ne l'a pas laissé entrer. Il est resté sur le pas de la porte et lui a dit qu'il pourrait voir les enfants, mais uniquement sous surveillance. Dan a tenté de forcer le passage, mais Dominique n'a pas bougé d'un pouce, il est solide. Dan s'est mis à hurler que c'était son droit en tant que père. Dominique a répondu « Tu as laissé tomber ce droit en partant ». Finalement, Dan a reculé, mais il s'est mis à crier dans l'allée. Les voisins sont même sortis pour comprendre ce qui se passait. Il est reparti en hurlant qu'il viendrait reprendre ses enfants et que tout le monde allait le regretter. La visite encadrée est fixée pour le lundi suivant. Piper organise tout pour que ça se fasse dans le salon des parents d'Ashley, tout le monde réuni. Juste avant, Ashley m'envoie un message. Je suis hyper stressée, j'espère que ça ira. Elle m'appelle après pour tout me raconter. Dan est arrivé avec 15 minutes de retard. Il a voulu serrer les enfants dans ses bras, mais ils sont restés collés à moi. Lily l'a fixé et a demandé pourquoi il les avait laissés. Il n'a pas su quoi dire, il a bredouillé qu'il devait travailler sa musique et qu'il comprendrait moins plus tard. Ben s'est mis à faire ses cubes, il n'a même pas regardé Dan. Il a essayé d'attirer leur attention, mais il s'en fichait complètement. Il a posé des questions à Lily sur sa journée. Elle répondait à peine. Il a voulu montrer une vidéo à Ben sur son téléphone, mais Ben est allé jouer ailleurs. L'ambiance était lourde, vraiment gênante. Au bout de 20 minutes, Dan a perdu patience. Les enfants préféraient être avec moi. Ils n'avaient aucune envie de parler avec lui. Il s'est levé d'un coup, a dit qu'il se cassait, puis il a accusé tout le monde d'avoir monté les enfants contre lui, qu'on leur bourrait la tête. Mon père lui a répondu calmement « Les enfants ne sont pas contre toi, ils sont juste rassurés sans toi ». Dan est sorti furieux en claquant la porte. Ashley ajoute « Les enfants n'ont presque pas réagi à son départ. Lily a repris ses coloriages. Ben a réclamé un goûter. On aurait dit que Dan était juste un inconnu de passage, pas leur père. » Ashley avait l'air triste en parlant, mais soulagée aussi.
Elle a dit que ça ne faisait que confirmer ce que tout le monde savait déjà. Dan n'a jamais été capable d'assumer son rôle de père, du moins pas dès qu'il faut fournir le moindre effort ou prêter attention. Il voulait des enfants qu'il adore, sans s'occuper d'eux. Le lendemain matin, Piper appelle Ashley et lui dit qu'il faut vite lancer la procédure de garde d'urgence. Elle explique que ce que Dan a fait, ça s'apparente à un abandon d'enfants selon la loi du Michigan, et qu'elles peuvent de s'en servir pour obtenir la garde temporaire immédiatement, le temps que le dossier soit examiné. Ashley me met sur haut-parleur pour que j'entende aussi avant que je reprenne la route. Piper annonce qu'elle déposera les papiers dans l'après-midi, que la date d'audience sera fixée sous 15 jours et qu'elle aura besoin de nos témoignages sur ce fameux vendredi, en plus de tous les autres justificatifs. Ashley a déjà les comptes rendus du pédiatre, qui montrent les vaccins ratés et une dent cariée jamais soignée. Piper a l'air confiante. Elle nous glisse que c'est l'un des dossiers les plus simples de sa carrière. Un parent ne peut pas juste laisser ses gamins n'importe où en disparaissant des semaines entières. Ce jour-là, je rentre chez moi, je retrouve mon quotidien, mais je passe mon temps à scruter mon téléphone pour savoir comment ça avance pour Ashley et Piper. 3 jours plus tard, Ashley m'annonce que Dan a pris un avocat, un type apparemment polyvalent, contacté par une connaissance. Son avocat a déjà écrit à Piper en jouant la carte du malentendu général. Selon lui, Dan aurait simplement demandé un coup de main temporaire à sa sœur pour garder les enfants, et tout le monde aurait exagéré. Il prétend que Dan n'a jamais voulu abandonner ses enfants, qu'il cherche juste une solution raisonnable. Je ris franchement quand Ashley m'envoie la photo de la lettre. Dan m'avait bien dit qu'il passerait les reprendre quand Lily aurait 18 ans. Ce n'est pas chercher de l'aide pour une garde, c'est juste larguer ses enfants chez les autres et s'en laver les mains. Piper répond à l'avocat de Dan en envoyant des captures de mes textos du jour en question, la copie du message de Dan me traitant d'égoïste, et un récit détaillé de tout ce qui s'est passé. Elle ajoute aussi le rapport du pédiatre et la déclaration d'Ashley sur les 6 mois où elle a géré tout alors que Dan jouait de la guitare. Après tout ça, plus de nouvelles de l'avocat de Dan. Une semaine après mon retour, Bodhi me contacte pour fixer un rendez-vous afin de récolter mon témoignage officiel. Il vient chez moi un soir, s'installe à ma table de cuisine avec un dictaphone et un carnet, et me demande de tout raconter en détail, depuis le moment où j'ai entendu la sonnette ce fameux vendredi. Je lui explique comment Dan est arrivé avec les enfants et leurs valises, comment il était déjà en train de filer vers sa voiture avant même que j'ouvre la porte, comment il m'a lancé sur le sens de la vie et m'a dit qu'il viendrait récupérer les enfants quand Lily aurait 18 ans. Bodhi ne m'interrompt jamais. Il prend des notes, hoche la tête, reste concentré. Je décris comment Dan expliquait que les enfants n'avaient rien à faire dans un studio d'enregistrement et qu'il devait absolument se consacrer à sa musique, comment il m'a rappelé que j'avais vécu chez lui il y a 10 ans, histoire de me faire culpabiliser. Et enfin, comment il est parti en voiture alors que ses enfants pleuraient sur mon seuil. Plus je parle, plus Bodhi devient grave. Il me pose des questions précises sur ce que Dan a dit, mot à mot, et il veut savoir aussi si Dan avait l'air perturbé ou en crise psychologique. Je réponds que non, Dan avait l'air tout à fait normal, juste un peu égocentrique. Il est resté calme, décidé, on sentait qu'il avait longuement réfléchi à son choix et qu'il pensait que tout le monde allait naturellement s'y plier. Bodhi me demande aussi quelle relation j'avais avec Dan avant tout ça. Je lui explique qu'on n'a jamais été vraiment proches, mais on s'entendait bien. Je voyais Dan et les enfants à peu près 1 fois par mois. Je savais qu'Ashley l'avait quitté, mais je n'aurais jamais imaginé que la situation était à ce point grave. L'entretien dure environ 1h30. À la fin, Bodhi m'annonce que ma déclaration sera ajoutée au dossier pour la garde. Il me précise aussi que mon récit correspond parfaitement à celui d'Ashley et à l'ensemble des documents réunis. 2 semaines après que Piper ait déposé le dossier, l'audience d'urgence pour la garde a lieu. Je pose 2 jours de congé et je retourne dans le Michigan. L'audience se tient au tribunal des affaires familiales, un jeudi matin. Ashley est très tendue, ses parents sont là pour la soutenir. Piper nous rejoint devant la salle pour tout nous expliquer. Le déroulement, le rôle de chacun. Le juge écoutera les 2 parties, examinera les preuves et décidera qui aura la garde provisoire en attendant la décision finale. Dan arrive avec 1/4 d'heure de retard, accompagné de son avocat, en jean et chemise froissée. On sent que son avocat est déjà excédé. On entre dans la salle, bien plus petite que ce que j'imaginais, juste le bureau du juge, une table de chaque côté et quelques rangées de chaises. Le juge est une femme d'une 50aine d'années, visiblement fatiguée. Piper présente notre dossier en premier, en détaillant étape par étape tout ce qui s'est passé, à commencer par la visite de Dan chez moi. Elle remet au juge mon témoignage, les SMS, les photos des valises. Elle apporte le rapport du pédiatre qui prouve la négligence médicale et elle explique comment Ashley a géré la famille seule pendant 6 mois, à bout de force. Elle présente aussi l'évaluation faite par Bodhi, qui atteste que les enfants vivent aujourd'hui dans un environnement stable et serein. L'avocat de Dan essaye d'expliquer que Dan était dépassé et qu'il a pris la mauvaise décision sous le coup du stress. Il soutient que Dan l'a aussitôt regretté et a vraiment fait des efforts pour rattraper les choses. Piper le relance. Si Dan le regrettait tant,
Pourquoi n'est-il même pas revenu chercher ses enfants le jour même? Pourquoi n'a-t-il pas répondu à mes 15 appels? Pourquoi s'est-il contenté de m'envoyer un SMS pour me reprocher d'être égoïste au lieu de venir s'occuper de ses enfants? L'avocat n'a rien à répondre. C'est alors à moi de témoigner. Piper me demande de raconter ce qui s'est passé. Je répète exactement ce que j'ai dit à Bodhi. Le juge me demande si Dan a vraiment dit qu'il ne viendrait récupérer les enfants que lorsque Lily aurait 18 ans. Je confirme. Elle me demande s'il plaisantait ou s'il exagérait. Je dis que non. Il était tout à fait sérieux. Il avait préparé leurs affaires et il est parti. Le juge se tourne vers Dan et lui demande s'il souhaite s'exprimer. Son avocat lui conseille de se taire, mais Dan insiste. Il prend la parole et commence aussitôt à se chercher des excuses. Il parle du stress d'élever des enfants seuls, de ses efforts pour sa carrière dans la musique. Il explique qu'il pensait que sa sœur serait enchantée de donner un coup de main puisqu'elle se plaint de sa solitude. Le juge l'interrompt. « Vous lui avez bien dit qu'elle avait besoin d'un but dans la vie ?» Dan reconnaît avoir dit quelque chose dans ce genre. Elle enchaîne. Vous avez bien affirmé que vous récupéreriez vos enfants quand Lily aurait 18 ans. Dan essaye de faire croire qu'il exagérait, qu'il dramatisait, mais le juge n'est pas dupe. Elle lui demande pourquoi il n'est pas revenu dans la journée. Dan répond qu'il pensait que je finirais par l'appeler pour discuter calmement. Le juge, implacable, lui demande alors pourquoi il est resté silencieux face à mes 15 appels. Là, Dan sèche, il n'a plus rien à dire. Toute l'audience dure quasiment 2 heures. À la fin, le juge tranche et accorde la garde temporaire à Ashley, sur le champ. Elle précise que l'attitude de Dan constitue un abandon et que l'intérêt des enfants est de rester dans la stabilité qu'ils ont retrouvée. Dan reste assis, abasourdi, comme s'il ne réalisait pas qu'il allait devoir vraiment assumer les conséquences de ses actes. Son avocat tente d'obtenir un droit de visite sans délai, mais le juge met fin à la discussion et autorise seulement des visites surveillées, dans l'attente d'une évaluation approfondie. Elle exige des comptes rendus du référent judiciaire sur les visites de Dan. La date de la prochaine audience sur la garde définitive est fixée dans 3 mois. Dan devient cramoisi, tente de se relever, mais son avocat l'oblige à se rasseoir. Quand le juge quitte la salle, Dan me rattrape sur le parking, hors de lui, et me lance « Pourquoi tu fais ça ?» Je lui réponds « Je ne fais rien. C'est toi qui as laissé tomber tes enfants et qui t'es barré. » Il crie « Tu es en train de ruiner ma vie à cause d'une seule erreur. » Je réplique « Abandonner tes enfants, ce n'est pas une erreur, c'est un choix. » Il se met à hurler « Tu es une sœur épouvantable, tu as toujours été jalouse de moi. » Dominique, le père d'Ashley, s'interpose aussitôt, intime à Dan de partir. Dan s'éloigne en beuglant jusque dans le parking. Je suis bouleversée, mais soulagée que tout ça soit enfin derrière nous. Ma relation avec Dan est définitivement brisée après tout ça. Durant tout le week-end, il m'envoie des messages furieux, me traite de traîtresse, m'accuse d'avoir ruiné sa vie et monté tout le monde contre lui. Il me promet que je le regretterai le jour où il récupérera ses enfants et m'effacera de leur vie. Je lis les premiers SMS puis je bloque son numéro. J'en ai assez de ses manipulations et de son incapacité à reconnaître ses torts. Il a eu toutes les chances d'être un père digne de ce nom, mais il a toujours choisi sa carrière avant tout. 3 semaines après l'audience, Ashley m'appelle un soir, bouleversée d'émotion. Elle m'apprend que les enfants se mettent à l'appeler maman, naturellement. C'est Lily qui l'a dit la première, le soir quand Ashley la couchait, et Ben a suivi dès le lendemain matin. Ashley pleurait de joie en me racontant ça. Elle m'explique que ses parents sont des grands-parents formidables, qu'ils emmènent les enfants au parc tous les après-midi quand il fait beau, qu'ils lisent des histoires chaque soir avant d'aller au lit et qu'ils ont transformé une chambre d'amis en salle de jeu, remplie de jouets, de livres et de matériel de dessin. Les enfants ont maintenant un vrai rythme, avec des repas et des couchers réguliers. Ils ne sont plus anxieux ni inquiets. Je reviens dans le Michigan un mois après l'audience et je n'en crois pas mes yeux. Lily et Ben ont tellement changé. Ils sont apaisés, dorment enfin toute la nuit. Lily ne réclame plus Dan et Ben se met à parler, à faire des phrases entières. Ashley les a inscrits dans une super crèche où l'enseignante de Lily confie à Ashley qu'elle la voit vraiment s'épanouir. Elle se fait des copains, commence à reconnaître les lettres et les chiffres. Apparemment, l'enseignante n'a jamais vu un enfant s'habituer aussi bien à un nouvel environnement. Ben aussi va très bien. Il participe, joue avec les autres et suit ce qu'on lui demande. Pendant le week-end que je passe là, les enfants sont épanouis, détendus. Ils me montrent leur chambre et tous leurs jouets. Lily me donne un dessin de sa famille. Ashley, les grands-parents et Ben. Pas de traces de Dan. Pendant ce temps, les visites surveillées avec Dan se déroulent très mal. Ashley m'explique que le référent judiciaire envoie des rapports directement au juge. Première visite. Dan arrive avec une demi-heure de retard. Deuxième, il passe presque tout le temps scotché à son téléphone, absorbé par les réseaux sociaux. Troisième visite, il s'agace parce que Ben ne veut pas venir sur ses genoux. Le référent précise dans ses observations que Dan semble plus attendre des marques d'affection de la part des enfants qu'essayer vraiment de créer un lien. Il leur demande s'ils lui manquent et se vexe dès qu'ils ne réagissent pas comme il l'espère. Il essaie de leur faire dire qu'il voudrait rentrer vivre chez lui, mais ils restent silencieux.
Lily a confié au référent qu'elle aime maintenant vivre avec maman Ashley, ce qui a déclenché la colère de Dan qui s'est empressé de dire qu'Ashley n'était pas leur vraie maman. Lily a fondu en larmes, donc la visite a été interrompue plus tôt que prévu. Le référent note dans son rapport que Dan gère très mal ses émotions et place systématiquement ses propres besoins au-dessus du bien-être des enfants. Une semaine plus tard, Bodhi termine l'évaluation globale et transmet son rapport au tribunal. Ashley me le fait passer, je lis les 15 pages d'un seul coup, c'est sans appel. Bodhi décrit en détail la négligence médicale. Ben avait 6 mois de retard sur ses vaccins, Lily avait une carie jamais soignée qui a fini en urgence chez le dentiste. Il détaille l'appartement garage de Dan, où ils s'entassent à 3 dans une seule chambre avec une cuisine à peine fonctionnelle. Il joint des notes de visite montrant que Dan n'a absolument aucune idée des goûts de ses enfants, de ce qu'ils aiment manger ou de leur routine du soir. Mais ce qui frappe le plus, c'est ce passage où Bodhi affirme noir sur blanc que Dan fait passer systématiquement sa carrière musicale avant les besoins de ses enfants et ne réalise même pas à quel point c'est un problème. Le rapport conclut que Dan est aujourd'hui incapable d'assurer ce qu'il faut aux enfants et recommande qu'Ashley garde la garde principale. Dan ne pourrait les voir qu'en visite surveillée tant qu'il n'aura pas fait preuve d'un vrai changement pendant au moins 6 mois. J'ai relu le dossier 2 fois avant de l'envoyer à mes parents avec un mot. Vous devez voir ce que Dan a vraiment fait. 3 heures plus tard, ma mère m'appelle, en larmes. Elle s'excuse d'avoir pris parti pour Dan au début, jure qu'elle ne se doutait pas de la gravité de la situation. Elle me dit qu'elle savait que Dan allait mal, mais imaginait qu'il avait simplement besoin d'aide pour s'occuper des enfants, pas qu'il les négligeait à ce point. Puis c'est mon père qui prend le relais, furieux comme je ne l'ai jamais vu. Il me confie qu'il a honte de Dan, et propose même de témoigner devant le tribunal sur le passé de Dan pour défendre Ashley si besoin. Il ressasse des souvenirs. Dan qui quitte tous ses boulots au bout de quelques mois, qui leur emprunte de l'argent sans jamais rendre, qui trouve toujours une bonne excuse peu importe ce qu'il fait. Ma mère veut appeler Ashley directement pour lui présenter ses excuses et lui demander comment elle peut aider. 2 jours plus tard, Ashley m'annonce que ma mère l'a contactée. Elles ont discuté plus d'1 heure. Ma mère s'est excusée pour ses doutes et lui a assuré qu'elle la soutenait à fond pour obtenir la garde exclusive. Elle a même proposé de venir dans le Michigan pour voir les enfants dans leur nouveau foyer, ce qu'Ashley a accepté. Pendant ce temps, l'avocate de Dan contacte Piper pour négocier. Elle propose que si Dan suit une formation parentale de 12 semaines et commence une thérapie, il pourrait progressivement récupérer les enfants avec un plan de transition. Piper appelle Ashley et me met en haut-parleur pour que je suive aussi. Piper, qui a du mal à retenir un rire en entendant la proposition, répond « Hors de question. Ces enfants ne sont pas une monnaie d'échange. » Elle prévient Ashley que l'avocate cherche à éviter un procès parce qu'ils savent que Dan n'a aucun argument. Piper conclut « Dan doit prouver sur la durée qu'il a changé, pas juste suivre quelques sessions pour la forme. Même dans ce cas, il faudrait commencer par des visites surveillées. Et peut-être, mais alors avec du temps, envisager un changement, mais pas avant des mois, voire des années. » Ashley est tout de suite d'accord et demande à Piper de refuser l'offre. L'avocate tente encore de négocier, mais Piper coupe court, la discussion est close. 4 semaines après le jour où Dan a abandonné les enfants devant chez moi, il commet sa plus grosse erreur. Il publie sur Facebook un message expliquant que sa famille l'a trahi, qu'on l'empêche de voir ses enfants. Son post est interminable, décousu, où il se donne le beau rôle de père courage, incompris, qui demandait juste un coup de main, et que tout le monde l'a laissé tomber. Il affirme que j'ai enlevé les enfants pour les emmener dans un autre état, accuse Ashley de les monter contre lui, et se plaint que ses propres parents ne lui répondent même plus. Il se pose en victime à qui on refuse ses droits de père et réclame du soutien. Les commentaires de ses amis pleuvent en moins d'1 heure, tous à le réconforter et à nous traiter, nous, de monstres. Puis Ashley tombe sur la publication. Elle fait aussitôt des captures de tout l'historique de textos avec Dan, y compris ceux où il la supplie de revenir tout en râlant de devoir garder ses propres enfants, ainsi que les demandes Venmo où il lui réclame de l'argent pour du matériel de guitare, alors que les enfants n'avaient même pas de vêtements à leur taille. Elle met tout en ligne, documents à l'appui, et raconte en détail comment Dan a littéralement abandonné ses enfants pour sa carrière musicale. Elle poste même des photos des dossiers médicaux pour prouver sa négligence. L'effet est immédiat. Les commentaires changent complètement de ton. Très vite, les questions fusent autour de Dan. On se demande quel genre de père laisse ses petits devant la porte de quelqu'un d'autre. Ses anciens copains de lycée s'en mêlent. Certains postent pour vérifier la rumeur. Une ex-collègue affirme qu'elle n'est pas surprise, Dan ayant toujours trouvé le moyen de rejeter la faute sur les autres. D'autres y vont de leurs anecdotes, évoquant à quel point il a pu faire preuve d'irresponsabilité et d'égoïsme. Dan supprime son post en moins de 3 heures, mais c'est peine perdue. Les captures d'écran circulent déjà dans tous nos cercles d'amis. Je reçois bientôt des messages d'anciens camarades de classe sur Facebook. Ils me demandent si toute cette histoire est vraie. Je confirme chaque point. Très vite, chacun y va de sa propre expérience. Sarah Ménard me raconte qu'il lui doit encore 200 $ empruntés il y a 7 ans. Mike Fleming explique que Dan avait promis d'être son coloc à la fac,
puis s'est défilé une semaine avant la rentrée, le forçant à tout réorganiser à la dernière minute. Et Jessica Gomez révèle que Dan la draguait à une fête alors qu'il sortait déjà avec Ashley. Les messages affluent, et plus je lis, plus je me dis que Dan n'a jamais cessé d'être cet adulte qui ne fait que prendre sans rendre, promet tout et ne tient rien, attendant que les autres règlent ses problèmes à sa place. Cette avalanche de témoignages me rassure et renforce ma certitude d'avoir pris la bonne décision. Pendant ce temps, ces visites surveillées sont censées avoir lieu chaque samedi après-midi, dans un lieu neutre. Après le scandale sur Internet, Dan se présente à la toute première visite, mais avec 40 minutes de retard, ce que l'éducatrice consigne dans son rapport. La fois suivante, il passe l'essentiel du temps sur son téléphone, alors que Lily tente de lui montrer un dessin. La 3e semaine, il ne vient même pas, envoie juste un texto à la superviseuse pour expliquer que ce créneau ne colle pas à son emploi du temps. La superviseuse note à nouveau « La musique passe avant ses enfants ». Ensuite, il ne donne plus signe de vie. Malgré la proposition de reprogrammer, Dan répond que ses week-ends sont indispensables à sa créativité, qu'il ne peut pas perturber son processus. Tout cela s'accumule dans les dossiers qui seront remis au juge. 2 mois plus tard, Ashley et ses parents viennent passer le week-end chez moi. Je suis dehors, sur le pas de la porte, quand ils arrivent. Lily se précipite pour me montrer fièrement son nouveau sac à dos violet et toutes ses poches, suivi de Ben qui me serre vivement dans ses bras. Rien à voir avec les petits désemparés et apeurés que j'avais récupérés en pleurs. Désormais, ils sont épanouis, détendus, bavards. Ils racontent tout sur leur nouvelle école maternelle, leurs copains, leur terrain de jeu. Ashley a changé aussi. Elle est plus sereine, sûre d'elle. Ses parents déchargent les valises et Iris me serre dans ses bras, émue, pour me remercier à nouveau d'avoir passé ce coup de fil décisif. On passe le samedi au parc. Lily enchaîne les glissades, Ben creuse dans le bac à sable, Ashley s'assied près de moi sur un banc pour regarder les enfants. Elle m'explique qu'ils dorment à nouveau parfaitement et mangent bien mieux. L'institutrice de Lily la considère déjà comme l'une des élèves les plus vives de la classe. Et Ben commence à formuler de vraies phrases. Le dimanche, on fait des cookies tous ensemble. Les enfants perchés sur des chaises aident à verser la farine. Ben finit recouvert de poudre et Lily grignote la moitié des pépites de chocolat avant qu'elle n'arrive dans la pâte. C'est un chaos joyeux, mais dans le meilleur sens du terme. Le soir, une fois les enfants endormis dans la chambre d'amis, Ashley et moi refaisons le monde sur le canapé, un verre de vin à la main. Elle me remercie d'avoir eu le courage de les ramener vers elle plutôt que de chercher à les garder ici. Je sais que pour toi, ça aurait été plus simple de gérer Dan et de garder les enfants près de chez toi, me dit-elle. Mais le fait de les avoir amenés au Michigan leur a offert la stabilité qu'il leur fallait. Je lui réponds que le plus important, c'est de savoir qu'ils vont bien. Le lendemain matin, elle prépare les affaires du retour. Les enfants me serrent fortement dans leurs bras pour dire au revoir. Je les regarde s'éloigner, le cœur léger et en paix. 3 semaines passent. Puis Piper appelle Ashley pour lui annoncer que l'audience pour la garde exclusive est fixée 3 mois après l'abandon. Piper précise qu'elles ont tout un dossier pour démontrer l'incompétence de Dan et la stabilité offerte par Ashley. Évaluation de body, rapport de la superviseuse, dossiers médicaux, traces des visites surveillées et de nombreux témoignages attestant du comportement irresponsable de Dan. Piper demande à Ashley de se préparer à raconter les 6 derniers mois vécus avec Dan, puis les 2 derniers mois avec les enfants. Plusieurs séances de préparation sont prévues pour passer tout en revue. Ashley semble un peu tendue quand elle m'en parle, au téléphone, mais je lui rappelle qu'elle a tous les atouts en main. Le jour J arrive 3 semaines plus tard, et je retourne au Michigan la veille. Ashley m'accueille dans la chambre d'amis de ses parents. On révise tout tard dans la soirée. Elle est stressée mais prête, surtout grâce au soutien de Piper. Le lendemain matin, tout le monde part au tribunal. Les parents d'Ashley ont sorti leurs plus beaux habits et la serrent dans leurs bras devant le bâtiment. La salle est plus petite que je l'imaginais. Boiserie sombre, lumière blafarde. On s'installe à une table avec Piper, en attendant Dan, qui débarque 20 minutes en retard, froissé, visiblement peu concerné. Son avocat, plutôt âgé, chemise bon marché, fouille nerveusement dans ses papiers. La juge, une femme d'une 50aine d'années avec ses lunettes pendues autour du cou, a déjà l'air lasse avant de déclarer l'audience ouverte. L'avocat de Dan prend la parole, met en avant ses problèmes de santé mentale, insiste sur la crise traversée au moment de l'abandon et la nécessité, selon lui, d'une aide psychologique plutôt que d'une sanction. L'avocat insiste lourdement sur des notions comme l'anxiété non diagnostiquée ou un stress insupportable, présentant Dan comme la véritable victime de toute cette affaire, mais la juge reste de marbre, impassible. Elle demande alors à l'avocat de Dan s'il a des justificatifs prouvant cette crise de santé mentale. L'avocat doit reconnaître qu'il n'a aucun dossier médical, vu que Dan n'a jamais consulté. La juge griffonne quelques mots sur son carnet, les lèvres serrées. Puis vient mon tour de témoigner. J'avance vers la barre, je pose ma main sur la Bible et je jure de dire toute la vérité. Piper me demande de raconter ce fameux vendredi, alors je reprends toute l'histoire, mais cette fois,
Je ne me contente pas de parler de l'abandon. J'explique aussi que Dan a toujours fui ses responsabilités. J'expose à la juge qu'il a quitté 3 emplois en 1 an, rien que parce qu'il n'aimait pas les chefs, et comment il a emprunté de l'argent à nos parents sans jamais rembourser un centime. J'explique qu'il essaie de se faire une place dans la musique depuis 10 ans, sans jamais terminer un album ni décrocher un concert rémunéré. Ensuite, la juge me pose directement ces questions, elle veut des précisions sur le parcours professionnel de Dan, et je suis obligée de reconnaître qu'à ma connaissance, il n'a pas occupé d'emploi stable depuis au moins 2 ans. Elle s'informe sur la prise en charge financière des enfants. Je précise qu'à l'époque où ils étaient ensemble, c'est Ashley qui gérait tout. Elle me demande si Dan a déjà accompagné les enfants à des rendez-vous médicaux, et je réponds que d'après ce qu'Ashley m'a dit, jamais. Dan, assis à sa table, rougit violemment à mesure que je parle. Son avocat tente à quelques occasions d'intervenir, mais la juge l'ignore complètement. À la fin de mon témoignage, je retourne à ma place auprès d'Ashley qui me prend la main. Puis, c'est au tour d'Ashley de parler. Elle a l'air morte de trouille, mais sa voix, elle, ne tremble pas. Piper lui demande de revenir sur les 6 mois avant qu'elle quitte Dan, et Ashley se lance. Elle décrit avec précision comment elle enchaînait les doubles services au resto, pendant que Dan, censé surveiller les enfants, restait à la maison. Elle explique ses soirées où, après 10 heures debout, elle rentrait à minuit pour trouver les enfants toujours debout parce que Dan était dans le garage à bidouiller des vidéos. Elle raconte à la juge qu'elle a déjà retrouvé Lily et Ben dans des couches sales, Dan absorbé par ses pistes de guitare. Il y a ce matin où elle découvre le frigo vide parce que Dan avait dépensé l'argent du ménage dans un micro flambant neuf. Ashley craque en évoquant Ben qui lui demande pourquoi papa ne joue plus avec eux. La juge lui passe une boîte de mouchoirs en lui soufflant de prendre son temps. Ashley se reprend et continue. Elle mentionne les 30 abonnés de Dan sur sa chaîne de musique, ses heures passées à monter des vidéos vues à peine 5 fois. Elle raconte comme elle le suppliait de trouver un vrai boulot et lui répliquait qu'elle ne croyait pas en ses rêves. Quand Ashley termine, Dan a l'air de vouloir disparaître sous terre. La juge annonce une pause de 10 minutes, tout le monde file dans le couloir. La mère d'Ashley la prend dans ses bras, la félicite à voix basse. Après, c'est à la pédiatre de venir témoigner, une jeune femme au chignon tiré, qui arrive avec les dossiers de Ben et Lily sous le bras. Elle signale tous les rendez-vous de vaccination oubliés, montre à la juge des photos de la carie non soignée de Lily qui, faute de traitement, a fini en urgence. Elle précise que Ben, lors de sa première consultation avec Ashley, était clairement en sous-poids. La juge lui demande si ce genre de négligence médicale est courant. La pédiatre affirme que non. La plupart des parents sont bien plus vigilants. Ensuite, la directrice de la crèche du quartier prend la parole. C'est une vieille dame au visage marqué par la fatigue, sans détour ni ménagement. Elle raconte que Dan arrivait fréquemment en retard, parfois même de plusieurs heures, pour récupérer les enfants. Un soir, il a carrément oublié Ben, ce qui a obligé la crèche à appeler le numéro d'urgence à 22 heures. Elle évoque aussi ces matins où Dan amenait les enfants sans leur goûter ni à faire de rechange, à tel point que le personnel avait pris le réflexe de garder de quoi dépanner, tant Dan était imprévisible. L'avocat de Dan essaie de la coincer, mais elle campe sur ses positions. Puis Dan est appelé à son tour. Il s'avance d'un pas hésitant, sur la défensive, pendant que son avocat lui pose des questions bienveillantes. Dan commence à évoquer la difficulté d'être père célibataire, accuse Ashley de l'avoir quitté au moment le plus difficile, prétend que sa sœur en a fait des tonnes en emmenant les enfants dans le Michigan. Il explique qu'il voulait juste qu'il reste chez moi quelques jours, histoire de reprendre ses esprits. La juge l'interrompt sèchement, veut savoir pourquoi il m'a dit qu'il ne les reprendrait que quand Lily aurait 18 ans. Piteux, Dan balbutie qu'il plaisantait. La juge lui demande s'il trouve drôle d'abandonner ses enfants en bas âge. Dan bredouille, tente de se justifier en invoquant le stress, assure que ce n'était pas intentionnel. Elle l'interroge sur sa situation professionnelle. Dan admet qu'il n'a aucun emploi stable en ce moment. Quand elle lui demande comment il fait pour vivre, il répond qu'il enchaîne les petits boulots et compte sur la générosité de ses amis. Vient la question de sa carrière musicale. Dan s'anime, commence à parler de sa vision et de son univers. La juge le laisse s'épancher puis le coupe net. Elle lui demande combien de concerts payants il a donné cette année. Dan doit admettre aucun. Quand elle veut savoir combien sa musique lui a rapporté, il avoue pas 1 euro. La juge insiste alors, comment espérait-il subvenir aux besoins de ses 2 enfants sans revenus? Là, Dan commence à expliquer que justement, il comptait sur sa sœur, qui, elle, a un vrai boulot. La juge lui rétorque que ça n'est pas ainsi qu'on élève des enfants. Dan, excédé, commence à accuser tout le monde, affirme qu'Ashley a monté les enfants contre lui, que j'ai semé la zizanie, que ses parents ne l'ont jamais soutenu. La juge le coupe et lui ordonne d'arrêter de rejeter la faute sur tout le monde, de prendre enfin ses responsabilités. Dan s'emporte encore et la juge le menace de le déclarer en outrage s'il continue. Il finit par se taire, en respirant fort, lançant des regards noirs à l'assistance. Nouvelle pause annoncée, cette fois 1 demi-heure. Nous patientons dans le couloir dans un silence lourd. Le père d'Ashley ramène du café de la machine.
Quand nous rentrons enfin, il n'y a plus de doute possible. La juge a pris sa décision. Elle passe en revue chaque point, sans rien oublier. L'abandon de Dan, son chômage persistant, la négligence médicale et les incidents survenus à la crèche. Elle insiste sur l'incapacité de Dan à assumer ses responsabilités et sur son entêtement à placer la musique avant ses propres enfants. Puis elle rend son verdict. Ashley obtient la garde totale des 2 enfants, tant sur le plan légal que dans la vie quotidienne. Quant à Dan, il ne pourra voir ses enfants que sous la supervision d'un professionnel, sous réserve qu'il suive des cours de parentalité et décroche un emploi stable pendant au moins 6 mois. La juge précise bien que quand elle parle de supervision, il s'agit d'un intervenant agréé et non d'un membre de la famille. Elle fixe aussi une feuille de route pour permettre à Dan de faire ses preuves avant d'envisager une extension du droit de visite. À peine le temps de finir sa lecture que Dan bondit de son siège, furieux, et fonce vers la porte. Son avocat tente tant bien que mal de l'arrêter, mais Dan le repousse sans ménagement et quitte la salle d'audience. L'avocat s'excuse aussitôt auprès de la juge et explique que son client a du mal à assumer les conséquences de ses choix. La juge, imperturbable, lui rétorque de le remettre sur le droit chemin. Elle signe alors l'ordonnance de garde qu'elle remet à Piper. L'affaire à peine tranchée, Ashley s'effondre en larmes, aussitôt entourée par ses parents. Iris fond aussi en larmes et Dominique serre chaleureusement la main de Piper pour la remercier. Piper rassure Ashley. Honnêtement, c'était l'un des dossiers les plus évidents que j'ai eu à traiter. Dan n'a fait que démontrer exactement ce que tout le monde redoutait de lui. Après tout ça, tout le monde part déjeuner ensemble, mais Ashley ne parvient pas à avaler grand-chose, submergée par le soulagement. 3 mois plus tard, je prends la route vers le Michigan pour Thanksgiving. Quand j'arrive chez les parents d'Ashley, les arbres sont nus et une fine couche de givre recouvre le jardin. À peine ai-je garé la voiture que Lily déboule, toute excitée, avec son petit pull à motif de dinde, et se jette dans mes bras en criant « Tata est là !» Ben ne tarde pas à suivre, et il a tellement poussé en 3 mois. Ils se pendent à mon cou et me traînent à l'intérieur pour tout me montrer. La maison embaume la dinde et la tarte aux pommes, et la maman d'Ashley s'affaire derrière les fourneaux, tablier noué autour de la taille. Ashley vient à ma rencontre du salon et n'a plus rien à voir avec la personne stressée d'il y a quelques mois. Les enfants l'appellent « maman », sans hésiter maintenant. Pour eux, Iris et Dominique sont naturellement « mamie » et « papy ». Toute la famille s'installe autour d'une grande table débordant de plats maison. Lily me raconte sa vie à la maternelle et me montre qu'elle sait écrire son nom, tandis que Ben me présente son chef-d'œuvre, une jolie dinde coloriée. L'atmosphère est chaleureuse. On sent que la maison a retrouvé une vraie stabilité, remplie d'amour et de rire. Après le repas, j'aide un peu à ranger et Ashley me confie que les enfants ne parlent presque plus de Dan. Elle me dit qu'ils dorment bien, mangent avec appétit et que leurs enseignants les trouvent épanouis. Le soir venu, je téléphone à mes parents pour prendre de leurs nouvelles. Ma mère décroche d'une voix triste. Elle m'explique que Dan n'est pas venu pour Thanksgiving, malgré tous ses efforts et ses plats préférés préparés rien que pour lui. Pas un appel, pas un message. Mon père, beaucoup moins indulgent, prend la suite. Dan doit se prendre en main et assumer ses actes. Je suis fière de toi, tu t'en es très bien sortie, et Ashley fait un travail remarquable avec les enfants. Ma mère confie qu'au fond, elle n'est pas surprise. Il s'est toujours défilé quand ça devenait compliqué. Peut-être qu'un jour, il finira par comprendre. Je leur raconte Lily et Ben à table, leur énergie et leur joie. Ma mère ne retient pas ses larmes, mais elle est ravie pour eux. Juste avant de raccrocher, mon père conclut. Ces enfants sont bien mieux ici. Parfois, la chose la plus dure, c'est d'accepter que son propre enfant n'est pas fait pour être parent. Allongée ce soir-là dans la chambre d'amis d'Ashley, je repense à tout ce qui nous est arrivé. Dan a choisi de tourner le dos ce jour-là. Nous avons choisi de privilégier le bonheur des enfants. Le lendemain, je me réveille tôt et j'appelle ma mère avant de reprendre la route. Elle répond vite et me demande comment s'est passée la fête. Je lui reparle de Lily et Ben à table, de leur enthousiasme et du naturel avec lequel ils appellent Ashley maman à présent. Puis, je lui avoue ce que je rumine depuis des semaines. Une part de moi s'est longtemps sentie coupable. J'ai eu l'impression que j'aurais peut-être dû garder les enfants au lieu de les confier à Ashley dans le Michigan. Silence à l'autre bout du fil. Un instant, je crois qu'on a été coupés. Mais ma mère finit par briser le silence pour me dire qu'elle apprécie mon honnêteté. Elle ajoute « Tu as vraiment bien agi. Tu les as confiés à quelqu'un prêt à être parent, quelqu'un qui le désirait et qui avait tout le soutien qu'il fallait. Toi, tu n'avais rien anticipé. Tu as fait du mieux que tu pouvais. Être une tante dévouée ne voulait pas dire que tu devais endosser le rôle de mère du jour au lendemain. Reconnaître tes propres limites, c'était faire preuve de responsabilité. » Ces paroles m'ont soulagée comme jamais. On a encore papoté 20 minutes des enfants et de leurs progrès. Avant de raccrocher, elle m'a confié qu'elle était fière de moi et de la façon dont j'avais géré toute cette histoire. J'ai rassemblé mes affaires, embrassé Ashley et les enfants. Lily s'est agrippée à mes jambes, l'œil suppliant. « Tu reviens quand ?» Je lui ai promis de revenir bientôt. 3 semaines plus tard,
Ashley m'appelle alors que je suis au bureau. Je sors pour lui parler. Elle est à la fois nerveuse et enthousiaste. Elle m'annonce « J'y pense depuis un moment et j'ai pris ma décision. Si Dan continue à rester absent, je vais adopter Lily et Ben. » Je lui demande si elle en est vraiment sûre. Elle n'hésite pas une seconde. Je n'ai jamais eu autant de certitude. Les enfants m'appellent « maman ». Ils sont heureux. Ils ont enfin trouvé leur place. Et Dan n'a jamais donné signe de vie. Elle me dit aussi que ses parents la soutiennent à 100%. Ils ont même déjà changé leur testament pour inclure les enfants comme petits-enfants officiels. Iris et Dominique sont passés voir leur notaire la semaine dernière pour finaliser tout ça aussi. Je lui réponds que c'est une super nouvelle et je lui demande comment tout cela va se dérouler. Elle m'explique que Piper s'occupe déjà du dossier, mais qu'il faudra prouver que Dan a effectivement abandonné ses responsabilités de parent. Selon Piper, vu la situation, le dossier est solide. La voix d'Ashley tremble d'émotion quand elle parle de rendre tout cela officiel, de devenir légalement leur maman et pas seulement dans leur cœur. Je lui réponds qu'à mes yeux, elle l'est déjà, et dans tout ce qui compte vraiment. 4 mois après que Dan a déposé les enfants devant chez moi, je reçois un message de Piper qui me donne des nouvelles. Apparemment, Dan ne s'est rendu qu'à un seul des 12 cours de parentalité imposés. Il est venu au premier et depuis, plus rien. L'instructeur a tenté de le joindre à plusieurs reprises, sans jamais recevoir la moindre réponse. Pire encore, il a perdu son job au magasin de musique pour cause d'absences répétées ou d'arrivées tardives. Après 3 avertissements, son patron l'a finalement licencié il y a 2 semaines. Piper m'explique que cela signifie que Dan ne respecte aucune des exigences fixées par la juge, ni pour retrouver la garde, ni même pour obtenir des droits de visite non surveillés. Elle rassemble chacune de ces informations pour épaissir le dossier d'adoption. Je lui demande comment Ashley prend tout cela. Piper me répond qu'Ashley n'est pas surprise, car Dan a toujours agi de la sorte. Plus ils s'éloignent, plus leur dossier se renforce pour obtenir la déchéance de ses droits parentaux. Évidemment, j'ai du chagrin de voir mon frère fuir ainsi ses propres enfants. Mais globalement, je ressens surtout un immense soulagement, parce que Lily et Ben peuvent enfin rester là où ils sont aimés et en sécurité. La responsable des visites encadrées ordonnées par le tribunal prend contact avec Dan pour organiser les rencontres. Elle lui laisse 3 messages vocaux en l'espace de 2 semaines, puis 5 mails proposant divers créneaux. Dan reste muet, ne donne jamais signe de vie. L'intervenante finit par appeler Piper pour lui signaler qu'elle ne peut pas assurer ses fonctions si le parent concerné ne se manifeste pas. Piper annote ce nouvel abandon dans le dossier, une preuve de plus qui s'ajoute à un ensemble déjà conséquent et qui témoigne du désintérêt total de Dan pour la vie de ses enfants. Dans son rapport officiel, la surveillante détaille que Dan n'a montré aucun effort pour voir ses enfants, malgré de multiples occasions offertes. Ce n'est donc pas le cas d'un parent qui veut la garde, mais rencontre des obstacles. C'est tout simplement quelqu'un qui a tourné le dos sans jamais se retourner. Piper m'explique que ce genre de preuve simplifie grandement la procédure d'adoption, car cela atteste que le parent abandonne délibérément ses droits. Les juges, ajoute-t-elle, prennent ces cas très au sérieux, surtout lorsqu'il s'agit de tout petits. Je me mets alors à faire la route vers le Michigan une fois par mois pour passer du temps avec eux. Le premier samedi de chaque mois, j'embarque pour 6 heures de trajet et je reste le week-end chez Ashley avec les enfants. À chacun de mes arrivées, Lily et Ben sont surexcités. Ils se précipitent à la porte en criant « Tata est là !» et sautent partout jusqu'à ce que je les serre fort dans mes bras. Ils m'entraînent ensuite dans la maison pour m'exhiber fièrement leurs nouveaux jouets, leurs dessins pleins de couleurs, leurs livres favoris. Ben collectionne maintenant les petites voitures et les expose bien alignées sur la table basse. Lily dessine sans arrêt la famille, en écrivant soigneusement à côté de chaque bonhomme les prénoms maman, mamie, papi, Ben et tata. Je suis toujours présente dans ces dessins et ça me touche au plus profond. Nous partons au parc, je les pousse sur les balançoires, puis on retourne préparer des biscuits dans la grande cuisine d'Iris, en semant de la farine partout avec leur aide maladroite. J'adore être la tante fun qui débarque pour partager les aventures et qui ensuite repart chez elle. Cela me permet de faire vraiment partie de leur vie, tout en échappant à la responsabilité parentale du quotidien. Pour moi, c'est l'équilibre rêvé. 5 mois après le début de tout cela, Ashley inscrit les enfants dans une super école maternelle près de chez ses parents, qui jouit d'une excellente réputation et a même une liste d'attente. Mais grâce à Dominique, qui connaît quelqu'un au conseil d'administration, il décroche 2 places. Lily y va chaque matin de la semaine, Ben 3 fois. Le premier jour, Ashley m'envoie des photos. Ils posent tout fiers avec leurs petits sacs à dos et leurs chaussures flambant neuves. 2 semaines plus tard, elle m'appelle toute joyeuse pour me raconter à quel point tout se passe bien. Lily commence déjà à déchiffrer quelques mots et sait écrire son prénom tout entier. Ben s'exerce sur les couleurs, les formes et compte jusqu'à 10. Les maîtresses sont unanimes. Ce sont 2 enfants brillants, curieux, toujours prêts à participer et à poser des tas de questions. Elles insistent aussi sur combien ils ont l'air bien dans leur peau, ce qui les surprend vu les épreuves traversées récemment. Ashley leur explique que le foyer est stable et qu'elle peut compter sur l'aide de ses parents. La directrice s'exclame «
Quand des enfants grandissent dans la sécurité, ça se voit immédiatement. Lily et Ben respirent l'amour et la protection. Mes parents finissent par rencontrer ceux d'Ashley lors d'une de mes visites mensuelles. J'ai tout orchestré pour que tout le monde soit réuni dans le Michigan ce week-end-là. Maman était nerveuse à l'idée de faire la connaissance d'Iris et Dominique, qu'elle s'est aisée, et ne peut s'empêcher de se sentir coupable en pensant que tout cela est arrivé à cause de son fils. Mais dès leur accueil dans le salon, l'ambiance se détend. Iris a préparé du café et d'irrésistibles biscuits maison. Dominique parle du travail de mon père et il découvre qu'ils partagent le goût de la pêche. Ma mère regarde Lily et Ben jouer et a les yeux humides. Elle avoue à Iris et Dominique qu'elle leur sera toujours reconnaissante d'apporter à ses petits-enfants la stabilité qui leur manquait. Elle s'excuse pour le comportement de Dan même si ce n'est pas sa faute. Et Iris lui prend la main en disant « Le principal, c'est que les enfants se sentent aimés. » Dominique renchérit. « On est ravis d'être des grands-parents, et la famille, c'est ce qu'on en fait. » Papa approuve d'un signe de tête. Dan a fait son choix le jour où il est parti. Tout le monde s'accorde pour dire que les enfants sont bien plus heureux ainsi. En fin de séjour, les deux familles échangent leurs numéros et promettent de garder le contact. Dan, lui, réapparaît à peine au bout de 5 mois. Il envoie un simple texto à Ashley pour solliciter de l'argent, prétextant qu'il frôle une super opportunité musicale et qu'il lui suffirait d'un coup de pouce pour payer le studio ou enregistrer une maquette. Il jure qu'il la remboursera dès qu'il percera dans la musique. Il ne mentionne pas les enfants, ne cherche même pas à savoir comment ils vont, ni s'il pourrait leur manquer quoi que ce soit. Son message ne parle que de lui, de sa musique et de ses envies. Ashley me montre le message, et je vois bien la fureur qui lui traverse le regard. Sans hésiter, elle le bloque, sans prendre la peine de répondre. Elle envoie ensuite la capture d'écran à Piper, qui ajoute la preuve au dossier, soulignant devant le tribunal à quel point Dan n'a pas cherché à voir ses enfants depuis 5 mois, mais ne se gêne pas pour venir réclamer de l'argent dès qu'il en a besoin. Pour elle, son comportement parle de lui-même. Ses priorités sont claires, et ce n'est certainement pas son rôle de père qui compte pour lui. D'après Piper, ce message pourrait même jouer en leur faveur, puisqu'il révèle, sans détour, qui est réellement Dan. 6 mois après que Dan a laissé ses enfants sur le pas de ma porte, j'ai retrouvé mon quotidien. Je vais au bureau tous les jours, je m'occupe de déclarations fiscales, de bilans, je reçois mes clients pour leurs questions de comptabilité. À première vue, tout semble être rentré dans l'ordre, comme avant ce fameux vendredi, mais au fond, je sens bien que quelque chose a changé en moi, d'une manière que je n'aurais pas pu prévoir. Je suis plus proche que jamais d'Ashley, unie par tout ce qu'on a traversé et par l'amour qu'on porte ensemble aux enfants. On se parle plusieurs fois par semaine, et je retourne dans le Michigan tous les mois. J'ai mis en place des limites claires avec Dan, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun contact entre nous. J'ai fini par bloquer son numéro, surtout après avoir reçu ses messages furieux où il me traitait de traîtresse. Je suis fière de la décision que j'ai prise ce jour-là, d'avoir emmené les enfants dans un endroit sûr, plutôt que de porter tout ce poids seul. Je sais que j'ai fait le bon choix, même si ce n'était pas simple sur le moment. Aujourd'hui, ma vie a plus de sens, parce que je fais partie de quelque chose qui dépasse mon travail ou mon petit confort habituel. Je suis la tante de 2 enfants formidables, qui grandissent dans un environnement rassurant et aimant. Et c'est 1000 fois plus précieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ashley s'est donc lancée dans la procédure d'adoption officielle, épaulée par Piper pour monter le dossier de déchéance des droits parentaux de Dan pour abandon. La requête rassemble toutes les preuves accumulées au fil des mois. Il n'a jamais assisté aux formations pour parents, n'a donné aucune suite aux sollicitations de la surveillante du tribunal, n'a pas d'emploi, a totalement disparu de la vie de ses enfants, sans parler de la négligence médicale avant son départ. Chaque détail vient renforcer le portrait d'un homme qui a toujours fait passer ses envies avant le bien-être de ses enfants. Ashley, de son côté, doit remplir des pages entières sur ses revenus, ses conditions de vie, son entourage, ses projets pour l'avenir des petits. Iris et Dominique apportent aussi des attestations pour prouver qu'ils pourront aider à subvenir aux besoins des enfants. Les lettres de soutien affluent, le pédiatre, les institutrices de maternelle, les voisins, les amis de la famille, tout le monde dit la même chose. Cette adoption est la meilleure chose qui puisse arriver à Lily et Ben. Les enfants s'épanouissent auprès d'Ashley grâce au soutien de ses parents, tandis que Dan, lui, n'a jamais fait le moindre effort sérieux pour son rôle de parent, bien au contraire. Piper confie à Ashley que le dossier est l'un des plus solides qu'elle ait eu à défendre. Désormais, il ne reste qu'à attendre la date de l'audience et espérer que le juge verra ce que tout le monde constate déjà. 7 mois après le début de cette histoire, je passe le week-end chez Ashley et Lily me montre sa chambre. Elle me désigne une photo posée sur la commode, disant que c'est leur ancienne maison, puis elle enchaîne aussitôt, très excitée, pour me parler de la nouvelle balançoire du jardin. Il n'y a ni tristesse ni question sur un éventuel retour, seulement la constatation très simple. Avant, ils vivaient ailleurs, maintenant ils vivent ici. Lui, n'évoque même plus Dan. Il appelle Ashley maman et il court vers Dominique dès qu'il veut jouer au camion. Les enfants sont redevenus simplement des enfants, pleins de vie, sans inquiétude,
loin de l'image des petits angoissés réclamant leur père. Ce soir-là, pendant le dîner, je les observe tous, éclater de rire à une blague d'Iris, se disputer gentiment pour le dernier petit pain, parfaitement à l'aise et en confiance. Assise à cette table, j'ai un moment de lucidité. Au fond, Dan, avec toute sa médiocrité, m'a permis de trouver quelque chose d'inattendu. J'ai été accueillie dans un réseau de soutien incroyable. J'ai découvert que j'étais capable de prendre des décisions difficiles sous pression, que j'étais bien plus forte que je ne l'aurais cru il y a encore un an, quand je passais mes week-ends seule dans ma grande maison silencieuse. Je ne pourrai jamais remercier Dan pour ce qu'il a fait subir à ses enfants, mais je reconnais que ma vie est bien meilleure aujourd'hui, justement parce que j'ai été poussée à aller au-delà de ce que je pensais possible. Une fois les enfants couchés, Ashley et moi faisons la vaisselle en discutant des fêtes de Noël. Ses parents insistent pour que je reste toute la semaine, pas seulement le 25 décembre. Elle me dit « Tu fais partie de la famille maintenant. On est liés par tout ce qu'on a traversé avec Lily et Ben. » Et elle a raison. On m'invite aux anniversaires, aux barbecues d'été, je figure dans les albums de famille, Iris m'envoie des textos avec les dernières anecdotes des enfants. C'est ce lien familial fort que j'ai toujours cherché sans jamais l'avoir connu en grandissant, et aujourd'hui, ma vie a enfin trouvé son rythme. Je travaille la semaine, je retourne dans le Michigan chaque mois. Je fais régulièrement des appels vidéo avec les enfants. Lily me montre ses dessins. Ben insiste pour que je le regarde faire des cabrioles. Ashley m'envoie des nouvelles de l'école et des rendez-vous chez le médecin. Les enfants sont aimés, en sécurité, comblés. Ashley est devenue une maman formidable, épaulée par ses parents. Je suis la tante qui a rendu tout cela possible, celle qui a pris la voiture pour 6 heures de route cette première nuit, au lieu de rester seule à gérer un problème insoluble. Dan a pris sa décision ce fameux vendredi, privilégiant sa musique à ses enfants. Nous aussi, on a fait nôtre, ensemble. On a choisi ses enfants avant tout, et c'est cela la vraie différence.